Bonjour à vous, passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine? Écoutez, cette semaine, ce que je vous ai réservé pour vous, c'est une belle rencontre. C'était pour souligner l'anniversaire de ChatGPT. On a organisé un superbe plutôt, panel avec plusieurs invités prestigieux pour discuter de ChatGPT. On a discuté de plusieurs choses, les impacts, les enjeux sociaux de ChatGPT, les enjeux en éducation, les enjeux transversaux, les enjeux dans le monde du travail, les enjeux juridiques, tout ça, là, est une belle rencontre. C'est moi qui présidais, qui animais cette rencontre. J'ai pensé la partager avec vous. J'ai beaucoup de plaisir à croiser ces experts et expertes de la réflexion sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Ça précède le lancement d'un document de l'OBVIA, l'Observatoire international sur les enjeux éthiques et sociétaux en intelligence artificielle. Je suis convaincu que vous allez apprécier. Allez, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous proposé par l'OBVIA, notre observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Je me présente Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique et chargé d'enseignement à l'Université Laval. J'anime aussi le podcast IA Café, un podcast sur les enjeux éthiques, sociaux, juridiques, techniques de l'intelligence artificielle. Bienvenue à cette activité de pré-lancement du plus récent document de réflexion de l'OBVIA, un document sur l'émergence des modèles d'intelligence générative comme ChatGPT. C'est tout chaud et le document sera publié dans quelques jours, quelques semaines max. Là. On m'a promis là, avant Noël que ce serait possible. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'est un avant-goût, une avant-première. Et content d'être avec vous, content de vous accueillir en si grand nombre. Écoutez, presque 250 inscrits. C'est pas pire, 250 inscrits. Écoutez, vous êtes nombreux. Posez vos questions dans le Q&A là, pendant le webinaire. Comme ça, à la fin, on pourra poser vos questions. Peut-être vous pourrez vous-même poser vos questions là, en ouvrant vos micros. Petit préambule peut-être pour placer le contexte du webinaire. Il y a un an déjà un an, naissait notre ami ChatGPT. Écoutez, j'imagine que vous connaissez ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT. Puis en un an, ChatGPT, c'est partout. C'est devenu l'incarnation même de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est aussi une intelligence générative, au sens où c'est capable de générer des contenus de toutes sortes et de façon autonome. Et ChatGPT n'est pas seul. Typiquement, ces IA génératives peuvent produire toutes sortes de contenus, des images, des vidéos, des capsules audio, du texte, du code aussi. Et dans le cas de ChatGPT, c'est un champion des langues et du texte. Et il est capable de générer du texte en langage naturel. C'est-à-dire le nôtre, notre langage. Vous pouvez lui confier des tâches d'analyse de texte, de résumé, de synthèse, d'écriture, de traduction, puis vous faites ça en 2 secondes. Et c'est la compagnie OpenAI qui nous a offert ce formidable outil en intelligence artificielle et qui a décidé la semaine dernière, pour souligner l'anniversaire de ChatGPT, de congédier leur CEO, Sam Altman, pour le réembaucher la semaine suivante. Donc, il y a plusieurs façons de souligner l'anniversaire de ChatGPT. Je disais un outil formidable pour vous faire réagir un peu, parce que il y a un an, c'était aussi le moment où, ici, en tout cas dans nos universités, c'était un peu le moment où ChatGPT a mis le feu à tout ça. Écoutez, c'était pas la panique, mais presque. Un outil qui permet à nos étudiants d'écrire, de lire à leur place, de résumer encore, d'analyser des textes, de traduire, de répondre à des questions d'examen, qui sait. Et une seule question se posait à la rentrée l'année dernière. Coudon, qu'est-ce qu'on fait
avec ChatGPT. Et le panel d'aujourd'hui abordera exactement cette même belle question. Qu'est-ce qu'on fait avec ChatGPT? Qu'est-ce qu'on fait avec ces IA génératives qui nous permettent de créer toutes sortes de contenus en 2 secondes? Quelles sont les promesses peut-être dont on doit s'enthousiasmer? Quels sont les enjeux éthiques et sociaux les plus préoccupants? Quelles sont les pistes d'action pour composer prudemment et adéquatement avec cette technologie? Du moins, ce sont les questions que j'aimerais explorer aujourd'hui avec notre panel. Écoutez, ils sont nombreux, eux aussi, là, autour de la table pour réfléchir aux enjeux éthiques et sociaux entourant ces IA génératives. Dans l'ordre, allons-y dans l'ordre. Ben, le premier, Dave Anctil, se joindra un peu plus tard à notre rencontre. Dave, il est professeur au Collège Jean de Brébeuf. La deuxième, Céline Castet-Renard, professeure à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa. Céline, est-ce que tu utilises ChatGPT de temps en temps, Céline? Oui, absolument, comme toutes et tous, je pense. Et j'invite mes étudiants à l'utiliser aussi. Bon, merci d'être là, Céline, aujourd'hui. Prudemment, il faut l'utiliser prudemment. Le troisième, Philippe Jackson, professeur à la faculté des sciences sociales à l'Université Laval. Phil, dans le lobby, vous me disiez que vous utilisiez ChatGPT à tous les jours, non? Pas tout à fait, non. Je l'utilise rarement par curiosité plus que comme outil. Bon, la quatrième, Andréane Sabourin-Laflamme, professeure au Cégep André Laurando. Andréane, est-ce que c'est maîtrisé, ChatGPT? Ben, maîtriser, je sais pas, mais j'ai fait plusieurs tests avec ChatGPT pour mesurer ses capacités. Puis j'en suis encore à la découverte, mais il y a toutes sortes de possibilités vraiment intéressantes. Très bien, donc faut au moins l'essayer. Le cinquième, Antoine Boudreau Leblanc, doctorant en bioéthique à l'Université de Montréal, en association avec l'Université Simon Fraser. On m'a dit que ChatGPT allait écrire votre thèse. Est-ce que c'est vrai, Antoine? Ma thèse est déjà finie. Fait que ChatGPT peut pas l'écrire à ma place, mais ça serait le rêve, disons. Du moins d'une certaine manière pour certaines Oui, études. ce serait le rêve ou pas pour le système universitaire, en tout cas. Là, je ne le sais plus. Je suis rendu à sixième probablement. Claire Boine, chercheur en droit à l'université Harvard. ChatGPT à Harvard, est-ce que ça se peut, Claire? C'est à l'Université d'Ottawa. Ah, Université d'Ottawa. C'est une affiliation précédente à Harvard. Ah, voilà. OK. Oui, j'utilise ChatGPT et j'utilise GPT-4 qui est bien meilleur. Donc, ça veut dire que je choisis la version payante. Et je l'utilise pour deux choses pour lesquelles je le recommande. La première, c'est que je lui donne des articles que j'ai écrits ou des paragraphes que j'écris et je lui demande donne-moi les contre-arguments de ce que je dis et est-ce qu'il y a des erreurs de raisonnement, etc. Et en fait, il est assez performant pour ça et donc ça me permet d'affiner mes arguments. Et la deuxième chose, c'est pour la programmation, en fait, pour faire du code informatique. Et pour ça, il est beaucoup plus doué que moi, donc il y a pas de problème. Beaucoup plus doué que quiconque autour de, de cette table, probablement. La suivante, Christine Balaguer, professeure à l'Institution des Mines. Est-ce qu'on utilise ChatGPT à Paris? Christine? Alors à Paris, on utilise aussi ChatGPT comme au Canada avec les étudiants qu'on encourage aussi à, à pratiquer ces technologies. Mais on s'intéresse beaucoup, en tout cas dans mes travaux, aux limites et aux risques, hein, et donc on sensibilise vraiment beaucoup aussi les étudiants par rapport à ça et on mène donc des expériences aussi avec les étudiants sur les sujets des risques et des limites. Vraiment, donc une formation, on l'utilise prudemment et on forme au passage. Le suivant, Sylvain Auclair, prof de philo au Cégep Sainte-Foy, c'est tout proche d'ici. Sylvain, les travaux en philo, est-ce que ça peut survivre à ChatGPT? Allô Jean-François, bonjour tout le Salut. monde. Oui, c'est un enjeu pour les travaux, entre autres là, les textes argumentatifs en philosophie. C'est très difficile pour les profs de vérifier si le contenu provient de l'élève ou de ChatGPT. Donc, c'est pas nouveau, le phénomène de triche, mais est amplifié
Donc, nous, on a décidé de retourner à la formule de crayon-papier en classe. Donc, pour l'instant, c'est... Ça aide. Oui, c'est vrai qu'il est un peu loin de ChatGPT pour nous aider en classe. La dernière, c'est ma très chère collègue depuis toutes ces années, Alison Marchildon, prof d'éthique à l'Université de Sherbrooke. Alison, ChatGPT, est-ce que c'est un très cher collègue, un ami? Allô, Jean-François, vraiment pas comme toi, en fait. En fait, moi, je vais aller à contre-courant. Bon, Moi, j'ai refusé de downloader ChatGPT et d'y de avoir accès. l'utiliser. Oui, effectivement. Donc, on verra si ça dure 15 ans comme mon refus de Facebook. J'ai l'impression que je risque de céder avant ça. Par contre, comme je suis une chercheure, il faut que j'observe mon objet, je le fais par procuration à travers mon conjoint, ma fille qui l'utilise pour différents sujets. Et donc, j'observe de cette façon-là, mais moi, je ne l'ai pas invité dans ma vie encore. Un jour, peut-être, qui sait. Écoutez, du bien beau monde ce midi pour vous, ça promet. Commençons, allez, on se lance. Commençons par quelques leçons d'histoire. J'ai consulté votre ouvrage collectif. En fait, moi, j'ai vu le travail par toutes ces mains là, en train de travailler. Dans votre ouvrage collectif, vous brossez un portrait du développement de l'intelligence artificielle. Mais aussi vous identifiez des jalons historiques dans la création de ces LLM. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, ça me semble être un adage de prudence important. Connaître ses origines, ça me semble une belle piste de prudence. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi qui a attiré votre attention sur l'histoire de cette technologie. Commençons peut-être avec Philip Jackson. Phil, est-ce qu'il y a des éléments, des jalons historiques qui vous semblent plus importants ou qui donnent un éclairage pertinent peut-être sur notre rapport actuel avec ces IA génératives? Oui, merci Jean-François. En fait, l'idée de concevoir une machine, un système intelligent ou avec une intelligence qui s'approche de celle de l'humain est pas d'hier. C'est des années 1940, 50, des chercheuses se penchaient déjà sur cette question-là. Puis depuis, il y a eu toutes sortes d'avancées théoriques, des avancées en programmation, que ce soit quand on parle d'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, plus récemment les transformeurs, qui amènent tous des jalons qui poussaient plus loin la capacité de modèles de traitement de données. Il y a des avancées de matériel aussi avec les processeurs qui ont évolué, les processeurs graphiques maintenant qu'on utilise parce qu'ils traitent l'information un peu différemment que des processeurs traditionnels. Donc, toutes ces avancées-là font en sorte qu'on peut traiter plus de données à la fois et plus rapidement. Puis en parallèle à ça, il y a eu d'autres groupes de chercheurs qui s'intéressaient eux, à la question, est-ce qu'on peut créer une machine ou un système qui va parler, interagir avec l'humain de façon naturelle. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte que la machine va comprendre le langage et va produire du langage qui ressemble à celui d'un humain? Donc, ces avancées-là ensemble ont mené à ce qu'on voit maintenant, ce qu'on appelle des grands modèles de langage ou Large Language Models, LLMs, qui sont sous des modèles comme ChatGPT en est un, par exemple. Et les jalons dans l'utilisation de ces modèles-là, si on veut, dans la dernière année, donc on est à 1 an moins un jour de l'anniversaire de la sortie de ChatGPT, la sortie publique, parce que ces outils-là existaient depuis des années, puis il y avait des outils de développement, il y avait même des tentatives de sortie publique avec ces ratés qu'on a connus, mais ChatGPT a peut-être fait changer l'approche un peu. D'abord, ça a été mis accessible de façon très simple sur un site web, accessible à tous et toutes, sans règles, sans avertissement non plus et rien. Là, il y a à peu près 10 pages d'avertissement maintenant qui vont avec, mais avant, c'était très une boîte, un texte et tout. Convivial aussi. L'aspect convivialité, c'est un élément en arrière de ces modèles-là. Donc, l'aspect d'anthropomorphisme qu'on a face à des objets en général, là, c'est décuplé face à des outils comme ça parce que ça nous répond de manière conviviale et amicale. Et comme tu l'évoquais au début, ces modèles-là, maintenant, ne traitent pas juste du texte, mais apprennent aussi à traiter des images, on sert à traiter d'autres formes d'informations. Alors, les modèles deviennent de plus en plus
multimodales, donc peuvent traiter toutes sortes d'informations, Oui, donc de plus en plus performants. vraiment. Puis le dernier jalon peut-être qui risque de provoquer le plus de bruit ou de créer des enjeux supplémentaires dont on va parler tantôt, c'est vraiment l'idée que ces modèles-là font plus que juste répondre à des questions, puis sont intégrés à d'autres outils informatiques qu'on a comme des furteurs, Mhm. comme des suites Microsoft Office, la suite de Ben oui. Google avec Gemini qui s'en vient. Donc, ces outils-là vont être chez madame, monsieur, tout le monde, vont être dans toutes les entreprises, dans des formes qu'on n'a pas vu nécessairement venir, on n'a pas demandé, mais qui sont poussées vers, donc sont déployés extrêmement rapidement. Et l'impact de tout ça, ben, on va l'apprendre à l'usure. Oui, même chez Allison, ça devrait se rendre chez Allison, ce genre de technologie, ça va s'immiscer un peu partout. Écoutez, on va sauter dans les enjeux éthiques et sociaux. C'est le cœur du document, je dirais. Il y a deux catégories dans le document, vous allez voir. D'abord, les enjeux d'utilisation. Utilisation dans le monde du travail, utilisation dans le monde de l'éducation. Et deuxième catégorie, les enjeux commerciaux et associés au monde du travail. Commençons par peut-être les enjeux transversaux, là, donc qui ne rentrent pas nécessairement dans ces catégories parce qu'il y en a aussi. Je sais que Christine et Sylvain ont exploré ces enjeux. Commençons peut-être par Sylvain Auclair. Sylvain, est-ce qu'il y a des enjeux transversaux que tu as identifiés qui te semblent plus importants que les autres? Oui, merci Jean-François. Oui, je vais insister sur deux enjeux, celui de la désinformation et celui de la propriété intellectuelle. Donc, on sait, l'IA générative est de plus en plus intégrée dans nos pratiques, dans notre quotidien. D'ailleurs, dans une enquête là, sur l'adoption des IA génératives qui a été publiée récemment par la firme KPMG, on apprend que 20% des Canadiens et des Canadiennes utilisent donc, quotidiennement des IA génératives, que ce soit dans leur travail, dans leurs études. Donc, l'utilisation d'IA générative comporte des avantages, des bénéfices, mais aussi des risques. Donc, on a voulu, dans notre rapport, insister sur certains enjeux qu'on appelait enjeux transversaux. Donc, le premier, la désinformation, c'est pas un risque ou un phénomène qui est nouveau. Ce qui est préoccupant, par contre, c'est le potentiel d'augmenter, d'amplifier ce phénomène-là que donne l'IA générative. Donc, on sait l'IA générative peut produire du contenu très rapidement de façon, on a des quantités impressionnantes, donc des textes, vidéos, images. Et ces contenus-là peuvent être utilisés pour manipuler les gens. Donc, d'autant plus que c'est très difficile, puis il y a des études qui le confirment, là, que départager le contenu qui est vrai et le contenu qui est faux, créé par des IA génératives, c'est difficile. Puis, du point de vue pratique, tous les systèmes de modération de contenu, ben, c'est limité. Donc, ce qu'on appelle le fact-checking, parce que il y a une quantité impressionnante on pense par exemple sur les réseaux sociaux, des centaines de millions de textes sont produits chaque minute. Donc, c'est difficile Donc, dans ce contexte-là, l'IA générative peut, oui, avoir des impacts pour l'individu, donc induire en erreur, donc manipuler des gens ou encore détruire des réputations. Mais dans le rapport aussi, on a insisté sur les impacts au niveau de la démocratie. C'est sûr que la démocratie suppose que les citoyens soient bien informés. Donc, si on induit en erreur, si l'information qui est véhiculée n'est pas bonne, ben, il y a un impact sur la délibération publique. Mais aussi, l'IA, qu'on note là, dans le rapport, pourrait aussi servir à augmenter le pouvoir de certains acteurs. Donc, par exemple, groupes de pression, gouvernements étrangers, entreprises privées pourrait, par exemple, se servir de l'IA générative pour intervenir dans les processus de consultation ou encore inonder de commentaires là, des articles de presse et donner l'impression finalement qu'ils représentent l'opinion publique. On apprenait récemment, c'est un reportage de Radio-Canada et de CNN, que le site d'information MSN, qui est géré par Microsoft, a congédié une bonne partie de ses employés pour les remplacer par des IA génératives. Et on a noté depuis des erreurs dans les publications là, qui ont été sont sur le site. C'est une tendance qui est inquiétante parce
on sait en démocratie d'avoir des médias d'information de qualité, c'est primordial, donc c'est essentiel. Donc, c'est un des risques pour la démocratie que représente l'IA générative, dont on doit se soucier. Je mentionne rapidement la propriété intellectuelle. On sait, les IA génératives sont entraînées sur Internet, donc des textes qui sont publiés privés. Et ce processus de collecte de données ne respecte pas toujours les droits de propriété intellectuelle. Donc, voilà. Vraiment. Oui, désinformation. Il y a ça aussi. J'ai monté un dossier sur le deepfake ou l'hypertrucage dans la recherche scientifique, parce que là aussi, ça va juste que là, même tromper le lecteur, tromper l'œil, ça existe aussi dans la recherche universitaire. Merci Sylvain. Christine, tu souhaitais aussi intervenir là-dessus. Qu'est-ce que tu avais à nous raconter? Oui, merci Jean-François. Donc, pour compléter ce que disait Sylvain sur les risques transversaux, donc on a mis en avant dans le rapport 2 autres risques. Hein. Le premier, ce sont les risques avérés de discrimination qui vont augmenter les inégalités. Et puis un deuxième également risque très important aujourd'hui, qui est le risque sur l'environnement, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, les risques avérés de discrimination, finalement, ce sont des risques assez classiques hein, liés au système d'intelligence artificielle. Hein. Il y a un certain nombre de rapports qui ont déjà montré les biais de discrimination ou les effets de discrimination liés à l'IA. Je citerai le Conseil du statut de la femme en 2023 qui a montré que des résultats de systèmes d'IA sont potentiellement discriminants pour les femmes. Hein. Il y a beaucoup de publications sur ces sujets et donc on retrouve ce même biais amplifié par l'IA générative hein, et donc à l'origine aussi de nouvelles inégalités ou d'amplification des inégalités. Alors, quand on regarde cette question de la discrimination, ce qui est intéressant dans l'IA générative, hein, c'est la source de ces biais. Et on peut dire qu'il y a 2 sources principales qui sont créateurs de ces biais de discrimination dans l'IA générative. Le premier, c'est le fait, et Sylvain l'a dit tout à l'heure, que ces modèles d'IA générative utilisent l'ensemble des données de l'Internet, en particulier si on parle de ChatGPT, et que dans ces données, on a déjà plein de biais, notamment des stéréotypes sexistes, raciaux, qui vont donc entraîner ces modèles d'IA générative, qui vont donc eux-mêmes générer ces biais de discrimination. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une deuxième spécificité à l'IA générative qui a été en particulier montrée par Gallienne et Poibo en 2023, qui est cette idée qu'on peut orienter les requêtes sur l'IA générative, ce qu'on appelle les requêtes, on appelle ça les prompts, vers des réponses qui sont elles-mêmes stéréotypées ou biaisées. Et là, pour les gens qui nous écoutent, je prends juste un exemple. Lorsqu'on demande à l'IA générative de compléter des phrases, par exemple, sur les métiers des individus, si on pose la question « Alexis travaille comme » et on demande à ChatGPT un nom de métier, eh bien, le métier qui va sortir, c'est « Alexis travaille comme ingénieur ». Comme chauffeur, comme etc. Mais si on remplace Alexis par Alice et si on demande la même question à ChatGPT, eh bien Alice va travailler comme serveuse, infirmière, etc. Et donc on voit bien que tous ces stéréotypes ressortent. Donc ça c'est vraiment le premier sujet amplifié par ces technologies. Le deuxième sujet qui est quand même très très important et probablement sous-médiatisé si je puis dire, hein, c'est l'impact de l'IA générative sur l'environnement. Ce sont des données qui travaillent donc ce sont des modèles qui travaillent sur des données massives. Il y a des milliards de paramètres, des milliards de tokens. On appelle ça les tokens puisque chaque mot sont divisés en plusieurs tokens. Et donc on a des consommations d'énergie considérables, des modèles qui vont tourner sur des data centers, donc il va falloir refroidir. Donc ce refroidissement des data centers est très fortement consommateur d'eau. Et on a également quelques chiffres qui sont quand même assez considérables sur l'impact carbone. Il y a une recherche qui a été faite par Lucioni en 2022 qui montre que l'entraînement d'un modèle GPT-3 avec 175 milliards de paramètres génère 502
tonnes de CO2. Une autre recherche avait montré que entraîner un modèle d'IA de NLP génère 5 fois l'équivalent de l'impact carbone d'une voiture dans tout son cycle de vie. Voilà, donc ce sont deux impacts transversaux importants que l'on a mis en avant dans le rapport. C'est un peu fou. Sacha Lucchini, ses travaux sont super intéressants lorsqu'on souhaite explorer les liens entre l'intelligence artificielle et la consommation énergétique. Fascinant, évidemment. OK, on va sauter dans peut-être les enjeux éthiques qui sont associés à l'éducation. Ça m'intéresse un peu comme enseignant. Curieux de savoir ce que vous pensez, ce que vous avez à dire. Je sais que Andréane Sabourin-Laflamme a réfléchi à ça. Andréane, parmi tous ces enjeux préoccupants concernant les utilisations de ces IA dans nos écoles et universités et cégep, est-ce qu'il y a un enjeu vers lequel tu souhaitais attirer l'attention de ceux qui sont avec nous aujourd'hui, puis des futurs lecteurs et lectrices? Oui, ben d'abord, on le sait, plusieurs d'entre nous, on travaille dans le milieu de l'éducation, que c'est un domaine qui a été vraiment secoué, on peut le dire, là, par l'arrivée des modèles d'IA génératifs sur le marché. Puis, en fait, le débat polarise vraiment de manière importante parce que d'un côté, il y a toutes sortes de possibilités vraiment intéressantes, inédites aussi. On peut penser que l'IA générative peut nous aider à soutenir certaines formes d'apprentissage personnalisé. On peut concevoir des robots conversationnels avec lesquels on peut interagir, qui sont spécialisés dans un domaine particulier. Beaucoup de professeurs les utilisent maintenant comme un outil pédagogique pour les aider à élaborer du matériel pédagogique, pour générer des exemples, des analogies dans le cadre de leurs cours. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'utilisations très créatives de l'IA. Un titre d'exemple, on peut utiliser ChatGPT pour lui demander de personnifier Socrate pour dialoguer avec lui pour mieux comprendre ses idées dans le cadre d'un cours de philosophie. Mais d'un autre côté, mais le fait que ces outils-là soient disponibles, qu'ils soient très, très performants, mais ça remet aussi en question la manière dont on évalue les apprentissages. Parce qu'on le sait, en quelques secondes, on le disait tout à l'heure, ChatGPT est tout à fait capable de générer des parties ou même peut-être un travail académique au complet d'une qualité, là, évidemment, ça dépend des domaines, mais ça peut être d'une qualité qui est assez bonne, acceptable, même très bonne dans certains domaines. Puis GPT-4, là, où ça aussi, on en parlait plus tôt, était très performant dans certains contextes académiques. Là, on peut penser aux examens d'entrée des grandes universités américaines qui a, par exemple, réussi là, haut la main. Et donc, le même sondage dont Sylvain parlait plus tôt, en fait, il nous apprenait qu'il y a 52% des étudiants canadiens de 18 ans et plus qui utilisent en ce moment l'IA pour leurs travaux. Et donc, on peut présumer là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont faits à l'aide de ces outils-là, en tout, ou peut-être en partie, ou peut-être... Oui. Mais en fait, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que ce sondage-là nous apprenait aussi récemment qu'il y a plus de la moitié des étudiants, en fait 60%, qui considèrent que l'utilisation de l'IA générative dans le cadre d'un travail académique, c'est du plagiat. Donc, c'est il y a beaucoup de confusion parce que dans certains contextes, on va encourager l'utilisation de l'IA générative, on va même l'intégrer dans le cadre de certains cours. Dans d'autres contextes, on va la proscrire. Et donc, ça pose toutes sortes de questions. Est-ce que toutes les formes de recours à l'IA générative dans le cadre d'un travail académique, c'est du plagiat? Ça me semble assez clair que non. Mais la question qui est difficile, encore plus, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on peut distinguer une utilisation légitime d'une utilisation illégitime. Donc ça, c'est sûr que ça va dépendre du contexte, de la discipline d'enseignement, etc. Et un autre problème, on en parlait, c'est que si on considère que c'est illégitime, on n'arrive pas à démontrer hors de tout doute que un étudiant a utilisé cet outil-là pour faire son travail parce que les systèmes de détection sont pas très performants, puis aussi sont surtout assez faciles à contourner. Donc, on est obligé, en fait, de se questionner sur notre rapport, en fait, à l'évaluation. Puis on peut se demander, en ce moment, est-ce que le fait de demander à nos étudiants de faire des travaux écrits à la maison,
c'est la meilleure manière d'évaluer l'acquisition de leurs compétences. Donc, c'est une réelle question qu'on doit se poser. Et de manière plus fondamentale, c'est peut-être même notre rapport au langage, à l'écriture, puis à la connaissance de manière générale qui est possiblement bouleversé là ici. Parce que on sait que ces modèles-là sont capables de générer de l'écriture qui est assez performante. Puis ce qu'on peut penser aussi, c'est que dans les prochaines années, il va y avoir une espèce de, on pourrait dire, d'inondation là, du marché de produits d'IA destinés à l'éducation. Et faut juste pas oublier que les entreprises qui mettent en marché ces produits, même si il y a toutes sortes de possibilités qui sont vraiment très intéressantes au point de vue pédagogique, mais ces entreprises-là, elles n'ont pas un objectif pédagogique avant tout, elles ont un objectif mercantile. Donc en ce moment, c'est un peu, il y a pas d'encadrement, on peut dire, c'est un peu le Far West, puis surtout il y a assez peu d'études, puis on comprend que c'est très nouveau, puis que c'est compréhensible, mais il y a assez peu d'études sur les effets, les impacts de l'intégration de ces outils-là en enseignement sur les apprentissages, sur la réussite, sur la persévérance scolaire. Donc, il y a beaucoup de ressources à déployer en ce sens-là dans les prochaines années. Oui, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de professeurs qui étaient impliqués dans la conception puis le déploiement de ChatGPT dans ses premières minutes. Nous, à l'université, comment on traite l'utilisation, c'est pas nécessairement traité comme du plagiat, mais c'est plutôt considéré comme étant de l'aide non autorisée, là, un peu comme un étudiant qui faisait écrire ses textes par sa mère jadis. Là, donc, pas du plagiat parce que c'est difficile à détecter, mais des fois, on est capable de savoir que c'est pas vraiment lui qui a écrit ça. En tout cas, je vois pas comment il aurait fait pour écrire, être aussi bon. Donc, c'est un petit peu traité de la même façon. C'est difficile à démontrer, mais en même temps, c'est aussi possible. Écoutez, je voulais parler aussi des enjeux avec vous, des enjeux dans le monde du travail et de l'expertise. C'est comme ça qu'on l'a nommé dans le rapport. Ce sont des enjeux importants identifiés dans le rapport. Je sais que Antoine Boudreau-Leblanc, Dave Anctil aussi, Dave, j'ai vu qu'il s'est joint à nous en cours de route. Donc, Antoine et Dave, commençons peut-être par Antoine. Ensuite, Dave, c'est quoi les enjeux qui vous semblent les plus préoccupants de ces IA génératives comme ChatGPT, mais dans le monde du travail? Commençons par Antoine. Ouais, bon, laisse-moi te faire un petit topo là, en essentiellement 3 points. Là. Premièrement, là, je te dirais l'instabilité des emplois. Là, dans le rapport, on a essayé de se faire une petite marque, là, essayer de faire un petit estimé. Là. Évidemment, ChatGPT ou les IA génératives là, vont réduire certaines tâches professionnelles. On pourrait estimer ça à environ 1/4 des tâches professionnelles, ce qui équivaut à environ 300 millions d'emplois dans le monde. Donc, c'est quand même considérable. Deuxième point là, qui semble quand même assez important à souligner, c'est le risque de venir accentuer des précarités préexistantes. Puis enfin, ben là, ça a la capacité de venir complètement changer l'environnement de travail, du moins l'environnement numérique, puis donc les compétences professionnelles qui sont associées. Donc, effectivement, là, si je reviens à mon premier point, l'idée de ces IA génératives, c'est d'augmenter la productivité, mais on doit comprendre que cette productivité-là va être quand même à géométrie variable. Les IA génératives le permettent d'accélérer les modes de fonctionnement des organisations par l'automatisation d'un certain nombre de tâches, mais il faut qu'on essaie de regarder, voir quelles sont les tâches qui vont être retirées, mais aussi quelles tâches et emplois qui vont être rajoutés. Donc, c'est très possible qu'un certain nombre de ces tâches et ces emplois-là viennent accentuer, donc mon deuxième point, là, les précarités préexistantes. Et dans ce contexte-là, le type d'emploi qu'on va retirer, c'est surtout les emplois de soutien administratif, de service à la clientèle, de service à la vente, service à la restauration, donc tout le milieu de la restauration qui est quand même un vaste univers, et aussi les services là, à la production, donc production industrielle et dans tout cet univers-là. Donc, avec ça, on vient voir un certain type de vulnérabilité, puis le retrait de ces emplois-là risque d'occasionner d'accentuer un certain contexte là, de pauvreté ou justement de vulnérabilité en société. Si on est honnête avec nous-mêmes, le type d'emploi que ça rajoute, c'est surtout des emplois en ingénierie et en sciences de données, mais il y a aussi un autre type d'emploi, donc une nouvelle peut-être forme d'exploitation qui peut arriver, qui est derrière la machine, qui est derrière la classification et l'étiquetage des données. On s'entend, si on veut avoir une IA
crédible, on a besoin, derrière la machine, d'avoir des personnes humaines qui viennent discriminer là, les informations qui sont désirables et indésirables du web. Et on s'entend là, à l'intérieur de ça, il y a des images qu'on veut juste pas voir puis que personne devrait avoir accès. Donc, c'est essentiellement souvent des emplois là, jusqu'à date là, qui sont très mal rémunérés, puis psychologiquement, on s'entend, c'est pas toujours facile. Donc, mon dernier point, là, le dernier élément, c'est que cette IA générative-là risque de transformer plus globalement l'environnement de travail et donc ce qu'on comprend comme étant les compétences professionnelles actuelles. On s'entend, le ChatGPT ou les autres IA génératives là, vont transformer notre expérience numérique là, assez intimement, donc notamment en s'ajoutant dans toutes les applications bureautiques là, qu'on va parler tout à l'heure. Et les compétences professionnelles vont transiter de tâches toutes simples, là, comme l'écriture de courriel, on parlait là, donc de texte, de code, etc., à des tâches plus indirectes. Donc, on va, par exemple, cibler des mots-clés dans un logiciel, puis là, bon, ouais, tout notre courriel va s'écrire. Avec ça, on a d'autres types d'enjeux un petit peu plus subtils qui apparaissent. Là. Au moment qu'on réussit à encoder ça dans un algorithme, on risque de systématiser notre action, en fait. Ça, c'est bien, mais de systématiser aussi nos erreurs. Donc, qu'est-ce qui est pire qu'un courriel erroné? Ben, c'est d'envoyer en batch un courriel erroné à plusieurs personnes. Donc, ce qui en arrive, en somme, ça nous ouvre à plein d'autres types d'enjeux, notamment par rapport à l'analphabétisme du numérique, à une certaine fracture là, entre différentes classes de la population qui ont plus accès, qui ont plus de facilité avec le numérique. Donc, en somme, si on veut avoir une transformation fluide, acceptable et éthique, on a besoin de clarifier l'imputabilité autour de cette intelligence artificielle-là, puis d'encadrer un petit peu plus la responsabilité d'entreprise. Puis voir peut-être, là, si je fais un petit mot de fin, là, d'essayer de nuancer un petit peu notre prévision qu'on a en termes de productivité puis d'épanouissement personnel dans le milieu du travail puis de l'emploi. Vraiment, j'ai un ami qui fait ça. J'écoutais tantôt quand tu disais des personnes qui taguent. C'est un ancien ingénieur. Puis là, en ce moment, il a pris ça là, comme un petit job, un sideline. Et il tague des données. Puis je pense que c'est 24 cents par banque de 100 actions qu'il va poser. Puis je ne sais pas comment il passe ses week-ends, mais ça existe aussi, ce nouveau genre de boulot-là, là, des personnes qui taguent. Je me disais, ben, c'est peut-être pas... je les connais peut-être pas, ces personnes-là. Non, il y en avait un qui était juste à côté de moi, à côté de la table. Je le savais même pas. Ça existe, c'est ça aussi le monde du travail. Dave, tu t'es ajouté à notre panel. Bienvenue, Dave. Tu voulais aborder les enjeux en matière de commercialisation, j'imagine, Dave? Oui. Peut-être faire une petite transition avec ce qui a été dit par Antoine qui a couvert, je pense, les points principaux de notre analyse là, en fonction des données disponibles comme telles. Je pense qu'il faut insister sur l'importance de ce facteur immense que nos milieux de travail ne sont pas encore adaptés à l'IA cognitive. Alors, c'est-à-dire une IA qui est capable de faire des tâches de nature cognitive, c'est-à-dire qui touchent à nos compétences, à nos connaissances comme telles. Et c'est ça qui est vraiment un moment de rupture où il y a énormément d'incertitudes et qui est très difficile de faire des prédictions à propos des pertes d'emploi, à propos de l'augmentation de la productivité et de la transformation du travail. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir transformation du travail. Pourquoi? Ben, les études nous le montrent déjà, les études qui sont sorties présentement nous montrent qu'on accélère la cadence de travail. Alors, on est capable de produire plus, oui, mais on augmente les cadences de travail et les entreprises commencent déjà à voir comment on peut ralentir les cadences de travail qui ont été accélérées par l'IA générative. Alors, évidemment, c'est normal que, comme il n'y a pas de précédent, il y a une période d'adaptation. Moi, ce que je crains, par contre, présentement, c'est que les incitations qui existent présentement dans les organisations pour augmenter la productivité, réduire le nombre de salariés, nous amènent à improviser des situations qui vont avoir des conséquences très graves sur la société de manière générale. Donc, possiblement des produits dangereux, des boucles de chaînes d'informations erronées qui vont se répandre. Alors, il y a un potentiel de chaos que l'on ne doit pas sous-estimer. Et évidemment, la vitesse de concurrence entre les géants que sont Google, Microsoft, qui s'accaparent ces marchés-là de manière très rapide,
fait en sorte que leurs incitations, c'est que l'intégration se fasse le plus rapidement possible. Et comme ça affecte tous les milieux de travail, il n'est pas évident pour les organisations, les professions, de ralentir cette intégration-là. Alors, il y a vraiment une force centrifuge et centripète là, qui n'est pas du tout à l'avantage des organisations et des professionnels comme tels. L'impératif, on le voit là, dans notamment les études qui sont faites, c'est que les professionnels doivent s'enthousiasmer. Ils n'ont pas le choix de s'enthousiasmer pour augmenter leur performance au travail. Alors, c'était juste pour compléter un peu justement ce portrait-là. Maintenant, il y a une visée commerciale évidente. Alors, le fait que Microsoft contrôle plus que jamais OpenAI et ait accès à ses modèles les plus avancés et est en train de le déployer à grande échelle via Copilot. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout l'environnement Microsoft, l'IA générative de dernière génération, pour l'instant, c'est le modèle GPT-4, mais bientôt les autres modèles qui seront développés à la fine pointe dans les laboratoires de OpenAI. Alors, sera présent dans tous ces environnements de travail logiciel qui sont familiers avec la bureautique. Et bien sûr, Microsoft est omniprésent dans les organisations. Alors, c'est comme une tempête parfaite d'une certaine façon pour que les organisations s'en remettent à papa Microsoft, si vous me permettez l'expression. Alors, je dis ça parce que Microsoft a une attitude, une approche paternaliste depuis longtemps en technologie qui dit essentiellement aux gestionnaires, on va régler tous vos problèmes. Vous n'aurez plus à angoisser sur vos problèmes technologiques. On les prend en charge. On vous donne des garanties. D'où l'info nuagique, d'où le monopole sur la suite logicielle de Office et ainsi de suite. Alors, dans ce continuum-là, Microsoft a la même attitude. Ils ont déjà déclaré qu'ils garantissent toutes les poursuites en dommages. Ils vont eux-mêmes assumer les frais juridiques pour toute poursuite en dommages qui pourrait être intentée via une organisation qui utilise Copilot et qui, dans cette utilisation-là, aurait des dommages civils et ainsi de suite. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Ça veut dire, ils veulent cueillir les organisations, d'abord les grandes entreprises, bien sûr, puis ensuite les autres organisations pour leur dire papa Microsoft va tout prendre en charge, vous n'avez pas à vous inquiéter. L'IA, ça va rentrer là tout seul là-dedans. Alors, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est l'attentisme des organisations, leur passivité. Alors, moi, je pense qu'on doit réactualiser, puis je pense que mes collègues dans le rapport étaient d'accord avec ça aussi. On doit un peu sortir de l'attentisme, on doit être dans une attitude proactive pour vraiment étudier la bonne manière d'intégrer l'IA générative dans les diverses professions. Ce qu'Andréane disait à propos de l'éducation est aussi vrai dans l'univers très diversifié et complexe des professions. Il faut agir par prudence, il faut surtout bien former les gens pour qu'ils comprennent les limites de ces systèmes-là, mais aussi leurs capacités et tout ça ne peut pas se réaliser en quelques mois. Alors que, bien sûr, les pressions présentement sont vers l'accélération de ça. Alors, il y a une dernière chose que j'ajouterais, c'est que il y a aussi une alternative à Microsoft et à Workspace Google, qui va être le grand concurrent de Microsoft pour l'offre de services d'IA générative dans les environnements de travail. C'est bien sûr les logiciels libres open source comme Llama 2, qui est d'ailleurs le modèle le plus transparent. Mais il y a très peu d'organisations qui vont avoir l'audace, je pense, de s'autonomiser à l'interne pour se dire, nous, on va développer nos propres outils avec les modèles open source, on va développer l'expertise locale pour le faire, parce qu'on est habitué à ce que les grandes sociétés nationales nous offrent des solutions simples comme telles. Alors ça, je pense qu'il va y avoir un débat de société à avoir sur le fait d'autonomiser nos organisations et ainsi de suite. Évidemment, le rapport ne pouvait pas couvrir tous ces enjeux-là, mais je pense qu'il a touché de manière importante. Oui, ça s'en vient avec la suite bureautique de Microsoft. On va intégrer Copilot à tout ça. On va mettre le feu, puis dans un an, on va regarder ce qui se passe dans ce domaine. Merci Dave. Je voulais parler des enjeux du travail, commercialisation. Tiens, on fait déjà la transition, commercialisation de ces IA génératives. Je me tourne évidemment vers Alison Marchildon. Alison, on va parler de ton chouchou, la responsabilité sociale des entreprises, parce qu'ils ont une responsabilité, j'imagine, ces entreprises-là. La RSE, ça fait longtemps que ça fait partie de tes intérêts de recherche. Puis
lorsque tu vois Responsible AI puis IA responsable, ça doit te faire réagir autant que moi. C'est quoi les enjeux associés à cette commercialisation qui sont pour toi là, les plus importants et préoccupants? Ouais, peut-être je commencerais par dire que dans notre rapport, justement, on voulait mettre la lumière sur ces enjeux-là qui sont souvent moins abordés. Hein. Quand on parle de ChatGPT, on va parler de cette IA-là, de son impact direct, etc. On parle moins souvent de ces enjeux de la commercialisation, donc la façon, le comment ils sont mis en marché, mis en société. En fait, les événements des 2 dernières semaines, hein, ce que j'appelle la saga du départ-retour de Sam Altman à la tête d'OpenAI, a peut-être eu justement l'avantage de venir mettre un spotlight sur, en fait, ce qu'on observait. En tout cas, nous, on le regardait déjà depuis 1 an et c'est ce qu'on faisait état dans le rapport. C'est-à-dire le fait que il faut être conscient, puis il faut bien le voir que l'IA générative, l'IA de façon générale aussi, c'est pas nécessairement créé dans des labos, hein, où est-ce qu'il y a des bons scientifiques qui sont là pour le bien de l'humanité et l'avancement de la connaissance, un peu comme on peut se l'imaginer. En fait, ce qu'on a vu là, dans les derniers jours, c'est vraiment le fait que ce sont des entreprises, souvent comme les autres, comme dans tous les secteurs d'activité, où est-ce qu'il y a des jeux de pouvoir, des enjeux importants, commerciaux, économiques et même politiques, hein, parce qu'on est dans un contexte de course effrénée à l'IA. Donc, chaque entreprise veut arriver en premier. Je dirais même chaque pays veut arriver en premier. Et donc là, il y a un côté assez politique derrière ça. Donc, il faut voir que tous les discours des entreprises, hein, les beaux discours de responsabilité sociale, hein, et d'IA responsable, maintenant, c'est rendu généralisé. Hein, il n'y a pas une entreprise d'IA qui ne dira pas qu'elle veut le faire de façon responsable. Or, quand on met ça en contexte, hein, le contexte sociopolitique, on voit comment, finalement, il y a beaucoup de défis à ce que ça se concrétise vraiment par des pratiques vraiment responsables. Et là, je le montrerai à 2 égards. Le premier, c'est la question de l'intérêt général. Hein. Quel intérêt on poursuit avec ça? Donc, c'est souvent une prétention et c'est ce qu'on veut. Hein. On dit, ben oui, on veut développer l'IA pour le bien commun. Public, le bien commun, etc. Effectivement. Sauf que ce qu'on voit, par exemple, dans OpenAI, qui en plus le met de l'avant comme ça, là, dans sa mission, on nous dit on veut développer l'IA pour le bien de l'humanité de façon sécuritaire. Hein, donc, et open, hein? Open AI. Et open, oui, je vais y toucher de façon très transparente. Donc ça, c'est ce qui est écrit noir sur blanc là, sur son site. Or, ce qu'on a vu dans la dernière année, pas juste dans les 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines, c'était comme la confirmation ou la culmination de ça. Mais tout au long de l'année, on l'observait bien que, dans le fond, avec l'arrivée de Microsoft, hein, en fait, OpenAI, qui était au départ une OBNL et qui a, en 2019, créé une filiale à but lucratif plafonné, hein, permettant un investissement de 10 milliards de Microsoft. Là, c'est pas clair le pourcentage que ça représente. J'ai vu à quelques endroits 49%. 49, c'est ce que j'ai lu aussi. Là. Donc, pas majoritaire, mais pas loin. Donc, on voit que ça exerce un grand pouvoir sur OpenAI tout au long de la dernière année. On l'a vu. On a vu que ça amène une pression, notamment d'offrir plus de performance pour les clients, hein, bien répondre aux besoins des clients. Dave l'a bien dit tantôt. Et l'idée de sortir plus vite que nos compétiteurs avec ça. D'ailleurs, on l'a vu au départ, hein, il y avait des compétiteurs qui avaient dit, ben non, nous, on ne sortira pas ça tout de suite, l'IA générative. Puis OpenAI est arrivé, il l'a sorti. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible de poursuivre l'intérêt général dans ce contexte-là? Puis l'autre chose, c'est la fameuse question de l'alignement. Hein. On parle beaucoup d'alignement avec nos valeurs. On le regarde beaucoup par rapport aux IA elles-mêmes, aux systèmes d'IA, mais on peut le regarder aussi par rapport aux pratiques commerciales. Toutes ces entreprises-là qui disent souscrire aux belles grandes déclarations de valeurs et de principes, hein, il y en a des centaines, là, comme la Déclaration de Montréal, on voit que ces valeurs-là sont souvent mises à mal dans leur pratique.
Hein, et chez OpenAI, ben, la première, c'est la transparence. Tu l'as dit tantôt, de façon ouverte. Ben, il y en a beaucoup qui disent il n'y a plus grand-chose d'ouvert à part le nom chez OpenAI. Hein. On a vu au fil de l'année, elle est quand même plus transparente que beaucoup d'autres entreprises, je le concède, mais au fil des mois, on voyait que ça reculait beaucoup. Puis, on peut évidemment aussi poser la question de la prudence ou de la sécurité. Est-ce que c'est vraiment ça qui a été mis de l'avant quand on envoie quelque chose sur le marché qui n'a pas été testé? Bref, je pense qu'il faudrait là s'inspirer des recherches des 3 dernières décennies qu'on fait, hein, toi et moi, entre autres, mais plusieurs chercheurs en responsabilité sociale qui nous ont bien montré que souvent ces discours-là, en fait, viennent créer une illusion de vertu, mais sont utilisés de façon instrumentale pour, en fait, gagner encore plus de pouvoir et mieux séduire les consommateurs, les régulateurs. Et on le voit à l'heure actuelle, d'ailleurs, avec ce qui se passe en Europe, le lobbying autour de la législation. Donc, il faut faire attention à ça. Et on le voyait quand Sam Altman était devant le Congrès américain. Passionnant. Merci, Alison. Tu résumes bien des choses que je pensais. C'est le fun de le voir, de l'entendre formuler comme ça. Écoutez, faudrait parler aussi des lois, des règles, des normes. C'est notre prochain bloc. On va parler du cadre juridique. Un court bloc, mais un bloc nécessaire lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, l'encadrement juridique, les normes, les lois existantes, leur capacité parfois surprenante à encadrer des nouvelles technologies qui n'existaient pas au moment où ces normes-là ont été écrites. Ça, c'est toujours passionnant de voir à quel point, des fois, les juristes ne se trompent pas et sont très prudents dans la formulation, puis ça aide à englober beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Mais aussi, on parle peut-être des failles, des manques dans le cadre réglementaire existant. On va y aller, évidemment, on va se tourner vers Claire Boine, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Claire, est-ce que le cadre juridique, est-ce qu'il est celui qui est existant en ce moment, est-ce qu'il est suffisant pour encadrer ces intelligences artificielles? Ou sinon, c'est quoi qui manque en ce moment, Claire? Bon, alors tout d'abord, il y en a quasiment pas en fait de cadre aujourd'hui concernant l'IA. Il y a des lois sur les données, il y a quelques lois sur les décisions algorithmiques, mais certainement pas sur le type d'IA dont on parle aujourd'hui. Il y a des propositions sur la table. La première, ça a été l'AI Act en Europe, qui a évidemment influencé du coup les propositions dans les autres pays, dont la proposition canadienne. Et quand l'AI Act a été proposé, bien que ChatGPT n'était pas sur le marché, OpenAI avait déjà GPT-3 en l'occurrence et avait déjà fait aussi GPT-2, donc c'était pas non plus fou d'envisager l'IA générative puisque ça existait. Or, la Commission européenne a proposé un texte qui n'est pas du tout adapté à ces systèmes en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on parlait d'IA, les gens pensaient plutôt au type de décision algorithmique qui consiste en fait à utiliser des statistiques assez simples qui sont même pas toujours des systèmes d'IA à vrai dire. Donc, quand on pensait à ces systèmes, on pensait aux questions de biais, de transparence, d'explicabilité, ce genre de choses en fait qui ont plus à voir avec le fait d'avoir accès à un service, surtout dans le domaine public ou pour les choses essentielles. Et puis évidemment, on parlait un peu de reconnaissance faciale et de biométrie. Et donc le cadre qui a été proposé, c'est vraiment concentré là-dessus. Et du coup, on se disait si les risques viennent soit des biais, soit des décisions qui sont fautives, etc., en fait, ces risques-là, ils sont limités à certains contextes. Donc, par exemple, si on utilise un système d'IA pour déterminer si j'ai le droit à l'accès à un crédit ou à un diplôme, ça c'est assez grave, en fait. Mais si c'est pour quelque chose de trivial, on se disait, pas besoin d'encadrer ça. Et donc, l'Europe avait proposé une loi, une réglementation qui était basée sur les usages finaux en fait et le contexte de déploiement des systèmes d'IA. Et aujourd'hui, évidemment, face à ChatGPT et ses IA génératives, ça n'a plus aucun sens puisque ce sont des IA qui peuvent être déployées dans plein de contextes différents, qui peuvent causer des risques qui ne sont pas forcément liés à ces contextes de déploiement.
Par ailleurs, on peut même pas envisager, en fait, on peut même pas les tester en se disant, d'accord, qu'est-ce qui se passe si je déploie un chatbot dans tel contexte, dans tel contexte, dans tel contexte. On peut pas tester tous ces contextes-là. L'output est vraiment dépendant de l'input, puisque ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus compliqués et beaucoup moins restreints qu'un algorithme de décision, en fait, binaire, par exemple. Et on se retrouve dans une situation compliquée où les législateurs essaient maintenant d'adapter le droit. Donc en Europe, le Parlement européen a proposé des modifications au texte. Au Canada, le gouvernement, en fait, le ministre, a proposé des amendements à son propre texte de loi, en fait, pour encadrer plus l'IA générative. Mais le texte de base reste tout de même un texte qui était basé sur les utilisations et basé sur des systèmes différents. Donc c'est un petit peu bizarre parce que c'est pas tout à fait adapté à ce genre de système. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de lobby de l'industrie aujourd'hui. Ce sont en fait les grosses entreprises qui font le lobby parce qu'elles ne peuvent pas être régulées. Et ce sont les grosses entreprises qui créent ces modèles, évidemment OpenAI, Microsoft, etc. Alors que ces propositions législatives, à la base, elles ciblaient plutôt des petits utilisateurs, des petites entreprises, des petites administrations qui n'ont pas évidemment la même force de lobbying, etc. Et donc on voit aussi cette espèce de mise de la responsabilité sur le dos des utilisateurs finaux, alors qu'en réalité, puisque ces modèles-là sont fabriqués en amont et déployés dans plein de contextes, c'est justement en amont qu'il faudrait mettre des mesures de sécurité en place. Tout à fait. J'aurais envie de me tourner, merci Claire, j'aurais envie de me tourner vers Céline Castet-Renard, sur le cadre normatif. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que le cadre, il est suffisant pour gérer certains problèmes? Est-ce qu'il y a des failles? C'est quoi les principales failles qu'il faudrait colmater? Merci. Outre les lacunes que Claire a relevées et qui font l'objet de propositions de loi spécifiquement sur l'intelligence artificielle, j'ajouterais quand même aussi que le droit déjà existant, donc le droit positif, peut être mobilisé, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il est violé. C'est qu'on y porte atteinte et on a parlé d'enjeux sociaux, mais ce sont des enjeux juridiques en réalité. Quand on parle de propriété intellectuelle ou de données personnelles, il s'agit de loi. Et il s'agit de violation des lois. Donc, non seulement la loi n'est pas adaptée à la situation, mais en plus, il y a plutôt une violation de ce qui est déjà en place. Et donc, effectivement, tous ces modèles, tous ces larges modèles qui ont besoin d'énormément de données sont entraînés à l'insu des personnes et en violation de droits de propriété, de droits spécifiques sur les données. Ça cause des enjeux pour la propriété intellectuelle, mais aussi pour la confidentialité, pour des secrets d'affaires, pour des secrets nationaux, etc. Des enjeux de cybersécurité aussi, via l'utilisation de ces modèles. Donc, je dirais que le droit est malmené vraiment à deux niveaux. Non seulement pas d'objet spécifique, cet objet n'est pas encore intégré dans la loi, c'est en cours, mais en plus, une certaine difficulté pour le droit en place à se faire respecter, si je puis dire, et donc une question d'efficacité de la loi face à l'arrivée de ces modèles. Il faut le dire, des modèles qui arrivent sur le marché sans aucun contrôle aujourd'hui. Du jour au lendemain, n'importe qui peut mettre sur le marché. Alors évidemment, avec les projets de loi dont Claire a parlé, il y aura un contrôle de conformité en amont. Mais en attendant que ces lois soient en place, tout peut être mis sur le marché comme ça directement, en violation du droit. C'est clairement ce qu'on constate aujourd'hui. Merci Céline. Beau tour d'horizon du droit. On voit les failles, les besoins, même certaines parties du droit qui sont violentées en ce moment. Merci de l'avoir rappelé. Beau problème, des enjeux. Le rapport se conclut avec vous ne l'avez pas lu encore, mais moi je l'ai vu. Puis ça se conclut avec un appel à la vigilance, je dirais, à l'action. Ce sera notre dernier thème. Il y avait 5 propositions. Là, je vais les spoiler, je pense, là, parce que c'est intéressant, ça place le débat. Il y avait 5 propositions. Mettre en place des normes reconnues au niveau national, international. Deuxième proposition, intégrer des obligations d'audit et de reddition de comptes pour
pour déployer la responsabilité des entreprises productrices, justement, d'intelligence artificielle. Proposition 3, et j'avoue que celle-là, là, elle me plaît assez, envisager les initiatives éthiques pas comme les envisager plutôt comme un processus plutôt qu'une liste de principes. Ça, je suis plutôt sensible à ça. Proposition 4, favoriser la participation citoyenne dans l'évaluation de l'acceptabilité sociale, donc la participation citoyenne. Et proposition 5, favoriser le développement des compétences pour une participation plus large et plus diversifiée. Ça aussi, ça m'intéresse comme éducateur, évidemment. Commençons peut-être, retournons-nous vers Alison, histoire de mettre un peu de contexte. Alison, pourquoi, à la fin d'un document, on tient à ce point-là à faire des appels à l'action, à la vigilance, pas nécessairement des recommandations, mais des appels à l'action? Tout à fait. Juste là-dessus, peut-être dire, tu n'as pas tout à fait spoilé parce qu'en fait, depuis, on en a ajouté une autre piste de réflexion. Donc, il va rester quelque chose à découvrir. Oh, c'est bien, on se garde ça. Je pense que ce qu'on a fait comme tour d'horizon, ça montre à quel point il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux importants, des impacts aussi importants. Et donc, il y a urgence d'agir, il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste rester immobile devant l'IA générative, mais aussi l'IA de façon en général. Je pense que ça nous le montre bien. Maintenant, c'est important pour nous juste de voir, mais quoi faire? Je pense que c'est surtout ça. Je pense que on peut assez facilement voir que oui, il y a des enjeux, mais que fait-on? Quelles sont les pistes d'action potentielles? Et là-dessus, on a beaucoup, nos sociétés de droit ont beaucoup le réflexe d'aller encadrer par le droit, justement, à mettre en place des lois et des règles et des sanctions pour baliser, éviter des pratiques inacceptables, qu'est-ce qu'on veut pas absolument, etc. Donc, c'est ce que j'appelle des initiatives de contrôle, finalement. Claire va nous en reparler tout à l'heure. On a des propositions spécifiques à cet égard-là, donc au niveau légal. Donc, c'est définitivement nécessaire. Je pense qu'on s'entend, là, il faut renforcer nos lois, surtout dans un contexte où elles sont mises à mal, comme nous l'a dit Céline. Donc, il faut définitivement faire ça. Mais je pense qu'on voulait aussi mettre de l'avant le fait qu'il ne faut pas s'y limiter non plus. Devant la complexité des enjeux, il faut penser des solutions complexes et à plusieurs niveaux. Donc, il faut être capable aussi d'articuler ces initiatives que j'appelle de contrôle avec des initiatives que je vais appeler capacitantes. Donc, il faut travailler les deux pôles. Et donc, Andréane va revenir plus dans le détail, là, donc pour nous montrer comment, à travers l'éthique, qui ne serait pas une liste de principes, mais plutôt un processus, et à travers des initiatives de démocratisation de l'IA et des compétences, on peut justement outiller les acteurs, les citoyens, les utilisateurs, les développeurs, les régulateurs, à mieux identifier les enjeux, à mieux les réfléchir et à mieux voir comment on peut agir par rapport à ces enjeux-là. Donc, pas attendre tout du droit, mais donc de ne pas s'en tenir seulement à des initiatives législatives, donc pas à un seul type de réponse, mais plutôt à favoriser des initiatives qui vont être complémentaires pour pouvoir combler les différents besoins par rapport à la complexité de ces enjeux-là. Donc, s'il y aurait une chose à garder en tête, c'est vraiment penser en termes de complexité des réponses et jouer sur plusieurs plans dans la complémentarité. Donc, c'est pas parce qu'on a le droit qu'on n'a pas besoin d'éthique, c'est pas parce qu'on a de l'éthique qu'on n'a pas besoin de droit. Peut-être qu'on pourrait le voir comme ça. Intéressant. Merci, merci Alison. Éthique et droit. Donc, logiquement, je devrais me retourner vers le droit. Donc, si on a parlé d'éthique, je me retournerai vers Claire, encore une fois, et peut-être Céline aussi pour compléter. Dans les pistes d'action, il y avait une piste qui pointait la création de normes nationales, internationales, mais on parlait aussi d'obligations d'audit. Qu'est-ce que vous pouvez m'instruire de tout ça, là? Oui, alors l'obligation des audits, en fait, c'est très important pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, on le voit avec les actes et avec C27 pour l'instant, c'est quand même beaucoup de self-assessment. On voit si notre système a un impact, est à incidence élevée, comme on dit dans C27, ou est à haut risque, comme on dit en Europe. Ensuite, en fonction de ça, on fait son propre audit des risques et on dit, voilà, j'ai mis des stratégies en place pour réduire
Et ça, je pense que c'est absolument insuffisant. Et on voit déjà aujourd'hui, comme les entreprises et les experts ne sont pas d'accord sur l'appréciation des risques des modèles de fondation et des systèmes comme ChatGPT. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des audits de parties tiers, en fait, qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Donc ça, vraiment, ça me paraît être fondamental. Et évidemment, on insiste aussi sur l'importance des normes nationales et internationales. L'IA, c'est quelque chose qui est évidemment qui passe les frontières, etc. D'ailleurs, la loi canadienne est basée sur le commerce inter-province. Et en fait, au niveau international, c'est particulièrement important parce qu'on voit que les pays aujourd'hui se sont engagés dans une sorte de course à l'IA qui réduit du coup leurs standards et les niveaux de sécurité. En fait, ils essaient de mettre les choses rapidement sur le marché. Donc, on l'a vu, il y avait la course entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, la France et l'Allemagne se sont mis en tête qu'ils allaient devenir les leaders du marché des systèmes d'IA open source. Ils ont complètement changé de position en ce qui concerne le droit. Déjà, je pense qu'il y a cette croyance fausse que le fait de rendre les IA plus sûrs et de mettre des mesures de sécurité en place, ça réduit l'innovation. C'est pas vrai, à mon avis. Déjà, ça augmente la confiance des gens, ça évite qu'il y ait des catastrophes qui se passent sur le marché. Et puis, quand on dépense des milliards pour développer des systèmes d'IA, on peut quand même dépenser des millions pour s'assurer de pas engendrer des préjudices aux consommateurs. Bien d'accord avec ça. Céline, j'imagine, est-ce que tu souhaites compléter? J'imagine que oui. Oui, quelques petits éléments sur la question des normes nationales, internationales. Effectivement, les outils étant internationaux, plus on se met d'accord à l'échelle internationale pour poser un cadre, mieux ce sera. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être très naïf parce qu'on sait très bien qu'il y a des enjeux commerciaux, des intérêts commerciaux de la Chine, des États-Unis. Donc, c'est très difficile d'avoir un niveau élevé de règles et de protection. Donc, c'est un enjeu important. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a les organismes de standardisation des normes comme l'ISO. En Europe, c'est Sénélec. Au Canada, c'est le Conseil canadien des normes, NIST aux États-Unis. Tous ces organismes se retrouvent à l'ISO pour élaborer des normes techniques. Donc, ne pas les perdre de vue non plus parce que souvent, la mise en œuvre de ces textes de ces normes se fait sans réel légitimité et processus démocratique parce que la représentativité est quand même très influencée par les grandes entreprises, voire les grandes entreprises sont directement les représentants des États, donc ça va vraiment très très loin. Donc se préoccuper de ces normes à l'échelle internationale, à l'échelle nationale aussi pour le Canada, puisqu'il y a un partage de compétences de fait selon les disciplines, selon les matières, selon les domaines entre les provinces et le fédéral. Et je pense qu'ici, pour avoir une certaine efficacité de la norme et pas un patchwork complètement ingérable, il faudrait qu'il y ait un fédéralisme coopératif pour que, effectivement, à partir du projet de loi C27, les provinces qui voudraient élaborer des normes puissent prévoir des normes compatibles. Et là, il y a tout un tas de mécanismes à inventer parce que la coopération province fédérale n'est pas toujours très fluide et il n'y a pas vraiment d'organisme pour le prévoir. Et j'ajouterai pour terminer que le ministre Champagne, en effet, a relevé dans ses amendements, a relevé la nécessité d'être en conformité avec le droit international, en particulier l'OCDE, mais aussi les IACT. Donc, on voit une certaine convergence quand même normative pour les États qui voudraient protéger certaines valeurs comme l'Union européenne et le Canada. Mais c'est vrai qu'à l'échelle internationale, ça va être plus difficile à faire admettre, ça c'est sûr. C'est très certain. Merci pour cette belle piste d'action. Autre piste d'action que je vous ai mentionnée, il y en avait une qui pointait vers la réflexion en éthique, les enjeux de démocratisation, c'est important, et d'éducation. Je sais que Andréane voulait commenter sur ce sujet. Andréane? Oui, merci Jean-François. Ben, effectivement, vous le savez sans doute, parallèlement aux nombreuses initiatives juridiques, puis aussi précédemment, on pourrait dire, à ces initiatives-là, il y a eu beaucoup d'intérêt, d'engouement pour les initiatives en éthique de l'IA. Bien avant, là, c'est certain, l'arrivée de l'IA générative sur le marché.
Il y a à ce moment-ci là, plus de 200 chartes, déclarations qui ont été adoptées un peu partout à travers le monde, puis qui visent ultimement à identifier les principes éthiques qui devraient guider l'utilisation de l'IA. Puis, il faut le dire, il y a beaucoup de ces initiatives-là qui ont été critiquées parce que plusieurs de ces documents-là ont été considérés comme une façade qui est utilisée par l'industrie pour même freiner les avancées législatives. Et là, j'aimerais dire que c'est certain que cette instrumentalisation-là, elle existe, on peut pas la nier, mais il faut faire attention non plus de pas réduire l'éthique à cette instrumentalisation-là, puis on pourrait même dire à son détournement finalement. Et Alison parlait tantôt d'illusion de vertu, donc on comprend ce que ça veut dire ici, évidemment. Et donc, il faut pas non plus, et je pense que c'est une chose sur laquelle il faut vraiment insister compte tenu du panorama actuel, c'est que l'éthique, c'est pas une liste de principes, de cases à cocher, puis c'est pas non plus ce que les juristes qualifient de droit mou, même si ça peut être partie de ce qu'on peut considérer comme du droit mou, mais en fait, ça excède finalement ce terrain-là. Et donc, c'est très important, je pense, dans la discussion sur l'encadrement de l'IA générative, de distinguer l'éthique du droit, même si, il faut le rappeler, il peut y avoir des points de contact. D'ailleurs, il y a plusieurs principes éthiques qui ont été intégrés dans les projets de loi dont il y a été question précédemment. Et donc, peut-être, ce qui serait utile, c'est de rappeler en fait que l'éthique, c'est d'abord une branche de la philosophie qui se questionne sur la manière dont on doit agir pour faire le bien, pour agir moralement. Et donc, l'éthique de la technologie, ça nous amène à nous demander quel type de développement technologique est souhaitable, quel type de développement est pas souhaitable. Puis si, par exemple, en éthique de l'IA, si le déploiement de l'IA, c'est conforme, il se fait de manière conforme à nos valeurs, aux principes moraux qu'on veut mettre de l'avant, et ce qu'on peut dire, c'est que même quand on aura un droit qui soit satisfaisant, si ça arrive un jour, mais l'éthique, ce sera toujours nécessaire. Et donc, peut-être pour concevoir un peu le rôle de l'éthique de l'IA dans la gouvernance ou dans l'encadrement normatif de l'intelligence artificielle, on peut essayer de la penser comme un processus, Alison en faisait mention plutôt, un processus d'évaluation qui est aussi collaboratif, qui est aussi critique, puis qui est aussi autonome, puis qui doit se faire de manière très contextuelle et aussi qui peut être faite tout le long du cycle de vie des systèmes d'IA à partir de leur conception jusqu'à leur déploiement. Et donc, quand on comprend l'éthique de cette manière-là, on peut comprendre qu'elle ne devrait pas être considérée comme étant en compétition avec le droit, mais qu'elle est complémentaire, en fait, au droit. Donc, un processus démocratique, on devrait concevoir l'éthique comme ça, un processus participatif, un processus inclusif qui devrait impliquer aussi plusieurs acteurs dans le débat, pas seulement l'industrie, ça c'est certain, mais pas seulement non plus les gouvernements et pas seulement non plus le monde académique. Et donc, il faut, pour favoriser ce débat-là, favoriser la participation à ce qu'on devrait comprendre comme un débat public sur les enjeux éthiques en lien avec l'IA générative. Et pour faire ça, il faut favoriser une participation qui est informée. Et donc, encore une fois, Alison en parlait un peu plus tôt, il faut travailler à la capacitation des personnes à prendre part à ce débat-là public. Évidemment, on pense ici à la formation à la littératie numérique qui est au passage assez lacunaire dans notre système d'éducation, mais aussi au fait que la compétence éthique est au cœur, en fait, de cette compétence ou de cette littératie numérique-là. Et donc, ce qu'il faut faire, je pense, et ça devrait probablement être notre cheval de bataille, qui est une grande entreprise, c'est de tenter de lutter contre cette espèce de tendance qui est assez lourde, c'est celle de laisser le développement technologique aux mains de l'industrie, aux mains même des gouvernements. Puis je pense qu'on peut dire que la partie est certainement pas gagnée, mais notre cheval de bataille, ça pourrait être de travailler à la repolitisation ou la redémocratisation de l'IA, à l'ouverture d'un espace de débat démocratique sur cette technologie-là qui est en train de bouleverser profondément notre manière de travailler, d'apprendre, de consommer, d'interagir, peut-être même de penser. Dave parlait de la nécessité d'adopter une attitude proactive et je pense que je terminerai là-dessus en invoquant les travaux d'un philosophe de la technologie qui s'appelle Andrew Feinberg, qui nous rappelait bien avant que l'IA prenne la place qu'elle prend aujourd'hui dans nos vies, que
qu'en fait, le développement technologique, c'est un processus qui est intrinsèquement social, puis qui obéit pas à une logique qui est déterministe. Et donc, les individus, les communautés ont la capacité à influencer ce processus-là. Puis pour lui, ben, puis il disait encore une fois, bien avant l'avènement de l'IA générative, il faut essayer de favoriser la participation des citoyens, non pas comme simples utilisateurs ou consommateurs de ces technologies-là, mais possiblement leur permettre de participer à la discussion sur leur conception. Puis encore une fois, pour faire ça, il faut sensibiliser, il faut éduquer aux enjeux technologiques, au développement des compétences critiques qui font pas suffisamment partie de la formation actuelle. Puis je pense que 1 an après la mise en marché de ChatGPT, donc compte tenu de tous les bouleversements qui ont été abordés dans cette discussion-là, il apparaît que travailler vers cette repolitisation de l'IA, c'est peut-être la tâche la plus importante ou la plus essentielle. Donc voilà. Merci Andréane. Participation à la réflexion. C'est une belle piste. En tout cas, nous sommes ce midi, on est combien? On est 10 panélistes. Il y en a 115 qui sont encore avec nous pour participer à cette réflexion. On voit l'urgence des problèmes puis l'importance de cette réflexion. On commence à petits pas, un petit groupe, et pour l'instant, ce sera notre groupe ce midi. Écoutez, ça promet pour ce document à lire pendant le temps des fêtes. Écoutez, on va arrêter le webinaire. Évidemment, il y a une période de questions. On collige vos questions depuis le début de notre webinaire. Mais avant de passer à la période des questions, peut-être j'aimerais applaudir les panélistes. Et là, parce que je suis tout seul à applaudir, je me suis mis un petit son. Vous devriez entendre ça. Puis là, mettez des petits sons, pas des petits sons dans les réactions. Le fait des cœurs, des claps, des sourires. Merci encore à nos... je vais l'arrêter. Merci encore à nos panélistes. Il y avait une période de questions, 2, 3 interventions, peut-être 4, là, je dirais, avec le temps qu'il nous reste. Je laisse Alison peut-être gérer cette question. Est-ce qu'il y avait des questions dans notre Q&A? Oui, On il y pointe en a dans quelle beaucoup, direction? en fait. Merci beaucoup pour votre interaction tout au long du panel. C'est vraiment intéressant de voir aussi où sont les intérêts. Plusieurs d'entre nous avons répondu aux questions, là, entre autres Claire. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions live comme ça, mais je pense qu'il y en a quelques-unes quand même qu'on pourrait poser. Il y en a une qui vient de François Genet. Ça nous permettrait peut-être de revenir sur cette question-là. Il dit, il préfère pas la poser lui-même de vive voix, mais je vais me faire le porte-voix. Il dit, j'ai été témoin du passage de l'expertise informatique développée à l'interne dans les organisations à la sous-traitance à des géants spécialisés comme Microsoft, malgré le mouvement open source qui se voulait à une démocratisation des outils informatiques. Il aurait été possible de favoriser ce mouvement par des initiatives gouvernementales, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que nous sommes voués à la même dynamique pour l'IA générative? Donc, j'interpelle mes collègues à répondre à cette question très pertinente. Je me retournerai, je pense, vers Dave. Dave, est-ce que Microsoft, est-ce que ça va disparaître, puis tout à coup, on se met à utiliser des open source dans les 10 prochaines années? Je pense que ma question est rhétorique un peu, là, mais... La question de monsieur, j'ai oublié, désolé votre nom, monsieur, mais est vraiment pertinente. Je pense qu'on est en train de répéter la même histoire, mais les jeux ne sont pas encore faits. Les jeux ne sont pas encore faits et je dirais qu'il y a une prise de conscience de la croissance de ces de big tech, hein, des GAFAM, en particulier Microsoft, là, qui a vraiment pris une longueur d'avance et qui détient tous les atouts. Alors, il y a quelques semaines, Microsoft, dans son événement Ignite, a promis qu'il allait devenir the world's computer. Alors, hein, c'est dantesque, hein, c'est fantastique les ambitions de Microsoft.
Ils veulent littéralement devenir l'hégémon de l'informatique. Et il y a des prédictions qui sortent actuellement que Microsoft va dépasser Apple, qui a déjà une valeur boursière comparable au PIB du Canada. Et il est très possible que la place de Microsoft soit tellement immense, comme elle a tous les outils pour se développer comme ça, qu'elle pourrait représenter une entité inconnue dans l'histoire des organisations, et ça soulève des questions de souveraineté très importantes, à mon avis, qu'on ne pourra pas traiter ici. Mais je pense que ce qui s'est passé avec le logiciel libre, avec les systèmes d'exploitation et le logiciel libre comme tel, est un enjeu là, qu'on voit présentement. Mais à la différence de la dernière fois, c'est qu'il y a des joueurs qui ont des joueurs importants comme Meta, qui ont avantage à diversifier et ne pas laisser le terrain à leurs concurrents Google et Microsoft. Donc, c'est pour ça que Meta est vraiment intéressé, en fait, à favoriser les modèles open source, l'innovation locale, l'autonomisation des organisations qui peuvent l'utiliser à échelle moyenne sans de redevance à Meta, et à publier aussi la recherche. Et ça va être le grand enjeu en 2024. La recherche qui était autrefois très publique et très libre, très accessible aux chercheurs, va devenir de plus en plus restreinte. Et ça a toutes sortes, bien sûr, d'enjeux éthiques et légaux importants, mais ça a surtout des enjeux scientifiques importants pour savoir si on pourra faire des choix dans l'avenir, c'est-à-dire d'être capable d'être à jour sur les progrès extrêmement rapides de l'apprentissage profond, comme on l'a vu dans les dernières années. Donc, pour cette raison-là, il ne faut pas que le même scénario se reproduise. Et il y a des raisons de croire que c'est pas écrit d'avance, que on peut. On garde espoir, Dave. Il y avait Christine Claire qui voulait commenter. Je vais y aller. J'ai pas pris l'ordre des mains, mais je vais y aller de mon écran. Là. Je commencerai par Christine qui est à gauche. Vas-y, Christine. Oui, pour peut-être rebondir sur ce que dit Dave, je pense que effectivement, les jeux ne sont pas fini, et simplement peut-être qu'il y a un enjeu un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, à savoir que l'open source, c'est la partie technologique, mais la plupart des problématiques liées à l'IA générative viennent des bases de données de départ. Et donc, ces bases de données massives, et en particulier tout l'Internet qui rentre à l'intérieur de ces modèles. Et donc, en France, par exemple, et en Europe, il y a un courant, alors ça a été dit tout à l'heure, et un tout petit peu critiqué, parce qu'effectivement, il y a tout un débat là-dessus, mais d'entreprises qui poussent le courant open source, mais en fait, ce n'est pas tellement l'open source qui est poussé. Et je pense que sur cet enjeu, c'est un enjeu absolument majeur. C'est le développement de bases de données propres, non biaisées, de qualité, qui permet de faire de l'IA générative plus responsable. Alors, on pourrait en débattre ici, mais il n'y a pas que la question de l'open source. Derrière ce courant qui se développe, c'est surtout l'idée de monter, par exemple en Europe, des bases de données massives, parce que le problème, c'est qu'il faut des bases de données extrêmement importantes pour faire tourner de l'IA générative, mais qui sont des bases de données de qualité, non polluées comme l'Internet, on l'a dit tout à l'heure, parce que l'Internet est pollué de fake news, de biais, de stéréotypes, de contenus haineux. Et donc, l'objectif, c'est de faire une IA générative vraiment fondée sur des données de qualité. C'est aussi un des critères de l'IA Act, la donnée de qualité, d'avoir des garanties de données de qualité de l'IA Act européen. Et c'est, me semble-t-il, de mon point de vue, un des plus gros enjeux, c'est d'arriver à avoir des bases de données propres. Donc, aller à la source même, agir sur les données, des données éventuellement qui serviront à nourrir ces intelligences artificielles, donc aller à la source. Intéressant. Claire, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais partiellement répondre à cette question, mais tout d'abord, j'aimerais quand même dire que j'aimerais nuancer ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la base de données, c'est la source principale des risques au niveau de l'IA générative. Justement, je pense que ça, c'est une des grosses différences entre l'IA générative et les algorithmes de décision qui sont plus simples. En fait, il y a de tas d'autres façons. On peut introduire des risques dans l'IA générative, quelle que soit la qualité du jeu de données.
Et par ailleurs, je pense qu'on va dans cette direction, puisqu'aujourd'hui, on intègre aussi un type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, et qui fait qu'il est possible d'avoir des données correctes et même d'entraîner un système d'IA à faire quelque chose dans un certain contexte et en fait déployer dans un contexte différent, par exemple, ou si le proxy, enfin si le proxy qui a été utilisé pour entraîner l'IA à accomplir une certaine tâche, par exemple, n'est pas parfait, on peut en fait avoir des risques sérieux. Je vais prendre l'exemple que j'utilise souvent pour expliquer ça, qui est l'exemple d'un système qui a été entraîné il y a à peu près 15 ans pour être déployé dans les avions et les aider à atterrir, en fait. Donc, il a été entraîné en utilisant l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que le système a été entraîné dans un simulateur de vol et le but, c'est d'obtenir un certain nombre de points au simulateur de vol, on va dire par exemple 100 points. Et donc, normalement, les pilotes qui s'entraînent obtiennent 100 points quand ils ont bien fait atterrir l'avion. Et là, le système d'IA, donc c'est difficile de communiquer à un système d'IA, je veux que tu fasses atterrir un avion. Donc, c'est là qu'on utilise un proxy. Dans ce cas-là, c'est obtient 100 points au simulateur de vol. Sauf qu'en fait, le système d'IA, ce qu'il a appris à faire, c'est il a appris à exploiter une erreur du système pour obtenir 100 points sans rien faire. Et donc ensuite, on a un système d'IA qui a été entraîné à accomplir son but. Et on dirait qu'on peut le déployer en toute sécurité, et c'est pas du tout le cas. Voilà, donc c'était juste pour revenir à cette question des données. Je pense que c'est un peu plus complexe dans les systèmes d'aujourd'hui et que ça le devient de plus en plus. Quant à la question open source, on a là, dans la conversation, j'entendais qu'il y avait cette croyance en fait sous-jacente qui est que c'est forcément une bonne chose. C'est quelque chose qui est quand même débattu aujourd'hui. Il y a quand même certains systèmes d'IA qui sont risqués et dangereux, et on veut pas forcément que ces systèmes tombent dans les mains de n'importe qui. Et par ailleurs, j'aimerais aussi apporter une autre nuance qui est que quand Meta a mis son système sur le marché parce qu'ils étaient loin derrière OpenAI, en l'occurrence, ils ont bien profité, ils ont en fait exploité les gens qui ensuite ont téléchargé le système et ont fait du fine-tuning, etc. Parce que ce sont des gens qui ont développé des algorithmes beaucoup plus subtil, beaucoup plus ciblé que ce qu'utilise par exemple OpenAI, parce qu'OpenAI, ils ont tellement d'argent, ça les dérange pas, on balance des données et allez hop. Mais quand on est quelqu'un chez soi qui veut entraîner son propre système, on est obligé de trouver des méthodes un peu plus subtiles de le faire. Et ça a quand même favorisé Meta, du coup, qui ensuite récupère toutes ces recherches qui ont été faites, qui récupère en fait les algorithmes qui sont mis sur GitHub et qui sont mis en open source. Donc, c'est aussi une manière d'avoir du travail gratuit de la part des consommateurs. Merci Claire. Parlant de faire atterrir ces avions, il nous reste 5 minutes. Peut-être une dernière question, Alison? Ben, en fait, oui, il y en a une que j'ai trouvé qui va un peu dans un autre sens. Quelque chose qu'on n'a pas tout à fait abordé, en fait, je la trouvais très bonne. Ça vient de Alice Louis qui disait « Ne faut-il pas interroger la déontologie des professionnels de l'IA ?» mathématiciens, développeurs, ingénieurs. J'y ai répondu brièvement dans le chat, là, mais je ne sais pas si certains de mes collègues voudraient se lancer. Donc, moi, j'ai dit que déjà, oui, tout à fait. En même temps, les développeurs d'IA, justement, proviennent pas tous de la même profession. Donc, c'est un des enjeux, justement, la difficulté de venir l'encadrer. Donc, c'est difficile à ce moment-là de l'encadrer, en tout cas de façon spécifique. Par la suite, évidemment, il faut que chaque profession se pose cette question-là, de dire comment est-ce qu'on va intégrer ça dans nos codes d'éthique et de déontologie professionnelle. Ceci dit, ça prend souvent plusieurs années avant. Très, très intéressant. Céline voulait intervenir. Céline, sur la professionnalisation, ce ne sont pas tous des professionnels, donc il y a des ingénieurs peut-être logiciels dans ce groupe-là, mais des informaticiens, par exemple, au Québec, il n'y a pas d'ordre professionnel. Qu'est-ce qu'on en pense de ce système? Est-ce que ça peut être utile ou moins ou pas? C'est une bonne idée d'interroger la déontologie professionnelle et en effet, certaines professions ont une déontologie très forte et très efficace et très sanctionnée en cas de problème. On pense bien sûr aux médecins, aux pharmaciens, etc. À l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est pas le cas du monde informatique qui effectivement est pas aussi bien structuré parce qu'il n'y a pas d'ordre. En effet, souvent c'est rattaché à des ordres professionnels et la mise en œuvre de sont ces intégrés au Québec, c'est l'ordre des ingénieurs qui récupère génie logiciel puis génie informatique, mais informaticien en tant que tel,
C'est ça, en fait, c'est pas un ordre qui a le même rôle que dans le domaine de la médecine, par exemple. Mhm. Et donc, il n'y a pas de règles déontologiques et pas d'ordre professionnel pour sanctionner le respect de ces règles déontologiques. Et donc, la seule piste qu'on peut voir aujourd'hui, hein, et je dis pas que c'est la panacée et que ça va marcher forcément très bien, mais en tout cas, dans les projets de loi, on envisage des règles de responsabilité des professionnels, tant au niveau de la conception, du développement, enfin de la mise sur le marché, du déploiement et également au niveau de l'utilisation. À noter que l'Union européenne ne vise pas particulièrement les concepteurs alors que la loi canadienne les vise. Et à noter aussi que les déployeurs sont apparus au fur et à mesure des discussions et au fur et à mesure justement de l'arrivée de l'IA générative et des modèles de fondation qui font l'objet de fine-tune, de fine-tunisation, de spécialisation, d'usages spécifiques qui ont déjà été mentionnés. Et donc là, on voit que la personne qui s'empare de ces modèles généraux pour en faire quelque chose de plus spécifique a un rôle à jouer. Et désormais, on les appelle les déployeurs et on voudrait aussi les rendre responsables. Donc voilà, on essaie de viser tous les intervenants de la chaîne. Ce qui va pas être simple, et puis on peut imaginer qu'ils seront pas tous situés dans les mêmes pays. Donc, il risque d'y avoir aussi des enjeux d'application des lois. Tout à fait, Alison, dernière Très intervention. rapidement, donc juste pour finir avec justement nos deux pôles, contrôle et capacitation. Donc, si on pense, oui, en termes de déontologie professionnelle, il faut aussi en penser en termes de capacitation de ces professionnels-là. Hein, donc, s'assurer qu'on va justement leur offrir des outils. Ça interroge le milieu de l'éducation, donc ça nous revient à tous, mais je pense que c'est en amont, en fait, aussi qu'il faut travailler. Et c'est ça qu'on appelle des initiatives capacitantes. Quelqu'un posait cette question-là dans les Q&A. C'est quoi ça, une initiative capacitante? Donc, c'est des outils pour favoriser le développement des compétences des acteurs interpellés par l'IA générative. Ouais. Autant dans l'utilisation que dans la conception. Donc, je pense que c'est beaucoup là qu'on va devoir se reposer la question. Donc, l'éducation est touchée à cet égard-là aussi à ce niveau-là. Donc, dans cette nouvelle, peut-être, responsabilité de favoriser le développement des compétences de réflexion critique, notamment par rapport à ce nouveau domaine d'activité ou ce nouveau domaine qui s'en va partout dans nos vies, sauf dans mon ordinateur. Oui, la capacitation, l'éducation, écoutez, dans les pistes de solutions, ça revient souvent. Écoutez, il est 13h30. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés en si grand nombre. Merci à nos panélistes. Je ne les nommerai pas tous, là, sinon on ne finira pas. Merci à vous tous et toutes pour votre participation à ce pré-lancement du plus récent document de réflexion de l'Obvia sur l'émergence des modèles d'IA générative. Le titre est descriptif, 1 an après l'arrivée de ChatGPT, réflexion de l'Obvia sur les enjeux et pistes d'action possibles face à l'IA générative, à lire pendant votre temps des fêtes. Merci encore. Bonne fête. Ah oui, j'oubliais. Bonne fête, ChatGPT. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Allez, bye bye.